Yorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. En ce premier jour du Salon du tourisme 2025, nous abordons un sujet crucial, l'avenir du tourisme en Polynésie. Il représente la première industrie avec une activité qui génère 80% des ressources propres du pays. Quel bilan peut-on tirer de l'année 2024 et des années précédentes? Quels sont les prochains objectifs et surtout sont-ils atteignables dans le respect de la vie quotidienne des Polynésiens et d'un environnement fragile? Pour en parler, nous accueillons ce soir des acteurs clés dans le développement et la transformation de l'industrie touristique. Guillaume Colombani, tu es conseiller technique en charge du tourisme et du transport aérien international. Yorana. Yorana. En face, Jean-Marc Mosselin, directeur général de Tahiti Tourisme. Yorana. Bonsoir. Mélinda Baudin, présidente de l'Association du tourisme authentique en Polynésie française. Bonsoir. Yorana. Yorana. Et enfin, Alexandrine Van, tu es la fondatrice de Nani Travels, une agence tournée vers l'écotourisme. Yorana. Yorana. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation ce soir. Comme je l'ai dit en introduction, on va parler de tourisme. La première chose, c'est quel état des lieux on fait aujourd'hui du tourisme polynésien? Quels sont les chiffres? Est-ce qu'on a déjà les chiffres de 2024, Guillaume? Oui, on a déjà les chiffres de 2024 et on est fiers d'annoncer qu'on a une nouvelle fois battu le record de fréquentation touristique avec plus de 266 000 visiteurs qui ont donc séjourné dans nos hôtels, et dans nos pensions de famille et dans nos meublés touristiques. Donc c'est un nouveau record pour la Polynésie, on en est très fiers. 2023 était déjà une année exceptionnelle et la 2024 encore mieux. Alors on parle de 268, tu disais 66 000. 66 000. Donc on est à peu près à 100 000 touristes de plus depuis 10 ans, si les chiffres que j'ai trouvés sont à peu près À exacts. peu près, oui. Donc c'est quand même un énorme bond. Est-ce que par rapport à l'époque du Covid, qui a marqué vraiment l'arrêt finalement du tourisme en Polynésie, on a réussi finalement à rattraper les choses? Oui, exactement. Si on regarde sur le temps long, on a une courbe qui est ascendante et donc avec la crise du Covid qui a marqué un coup d'arrêt et la reprise fulgurante du revenge travel et ça, Le revenge travel, donc la revanche du voyage, quoi. Voilà, la revanche Pour du ceux qui voyage. parlent pas anglais. Et là, je félicite vraiment toutes les équipes et notamment donc l'équipe de Jean-Marc à l'époque qui a bien sûr repréparé le terrain pour que nos visiteurs reviennent dans nos îles. Et la courbe, en fait, reprend sa croissance naturelle entre guillemets. Mais voilà, la courbe sur le temps long est ascendante. Et on a une idée du profil des touristes qui viennent en Polynésie? Tout à fait. Plus qu'une idée, on a 45% d'Américains, 32% de métropolitains. Et ensuite, c'est beaucoup plus bas. On parle alors du reste de l'Europe qui est aux alentours de 12%. Et ensuite, l'Australie et Nouvelle-Zélande combinés qui sont à peu près à 9%. Et ensuite, l'Asie qui vient et qui est un petit peu en retard par rapport aux années précédentes puisqu'ils ont mis un certain temps à redémarrer et surtout avoir une liaison rétablie depuis à peine un an et demi maintenant. Donc on est un peu dépendant des Américains, j'ai envie de dire, d'une certaine Complètement, manière. ouais. Est-ce que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ça peut avoir un impact sur Ça notre a tout tourisme? à fait un impact. D'ailleurs, en Je me les pieds 2024. dans le plat direct parce que Ah oui, oui. l'arrivée de Trump marque quand même quelque chose. Alors, curieusement, 2024 a été une moins bonne année pour les États-Unis, puisque à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on perd plus ou moins 10% Ouais. de fréquentation américaine. Par contre, dès son élection, on a pu constater une progression des chiffres. D'abord, une augmentation du taux du dollar qui a un grand impact sur nos voyageurs américains et une reprise des réservations de dernière minute. Et donc, de toute évidence, l'élection Trump a été plutôt positive pour notre destination. Est-ce qu'on est toujours sur les profils des honeymooners, ceux qui viennent en lune de Absolument miel? pas. En fait, le profil de nos voyageurs a vraiment évolué au cours de ces 10 dernières années, à la fois parce qu'il y a une demande qui s'est diversifiée, mais aussi parce que c'est une véritable stratégie du pays et de Tahiti Tourisme de diversifier notre type de voyageurs. Donc effectivement, il y a une quinzaine d'années, on parlait de honeymooners. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du voyage familial, du voyage de découverte, d'aventure, et depuis le Covid en particulier, de découverte d'une destination qui est préservée. Ce que nous avions avant comme un handicap, qui était notre éloignement, est devenu un avantage.
Et donc, on correspond tout à fait au profil du voyageur responsable qui souhaite découvrir une destination Quelque chose de authentique. plus authentique. Donc, Absolument. ça vous touche finalement toutes les deux dans vos activités, Mélinda, Oui, sur cette recherche d'authenticité. ah oui, exactement. Et c'est pour cela que depuis quelques années aussi, le tourisme authentique a pris de l'ampleur. Et nos Iliens se sont engagés à construire des pensions de famille pour recevoir. Et c'est pour cela aussi qu'on essaie de les orienter vers de la qualité. Hein. Oui. Et de la formation aussi, parce Ah que oui, il y a de la formation et puis il faut savoir ce qu'on met dans ce mot authentique. oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça Voilà. veut dire C'est un tourisme vraiment, authentique? on revient comme en 1997 quand on a créé la fédération RMA. C'est vraiment accueillir comme on accueille, comme les Polynésiens savent accueillir à la maison. Hein. Donc avec bien sûr des normes d'hygiène et de Sécurité, bien sûr. alors là, C'est- tolérance zéro. Mais à côté de ça, la cuisine polynésienne. Aujourd'hui, Le ça quotidien vient. des Polynésiens, c'est ce Oui, qui, voilà, c'est ce qui c'est tout fait à fait. vendre un peu la destination au final. Oui. Et je vais rajouter ceci, polynésien, et j'aime bien dire, je vais le répéter, de souche, de cœur et d'adoption. Parce qu'il y a des îles où il y a beaucoup de pop-up, Mm. mais qui sont avec nous et qui apprennent et qui s'engagent Mais c'est bien de le également préciser dans parce cette que authenticité on peut avoir une idée polynésienne. très fermée sur cette Oui, identité-là, faut mais qui surtout finalement pas. est très large. Et aussi, du coup, on parlait de l'environnement, la responsabilité dans le voyage. Tu le vois évoluer, cette démarche-là, dans ton activité? Oui, donc nous, on est vraiment, on va dire, niche Ouais. au départ, mais aujourd'hui, on devient un petit peu standardisé. En fait, toutes les agences doivent de pouvoir proposer des choix et guider nos touristes vers un voyage plus T'as été responsable. précurseur. T'as été précurseur. Voilà, peut-être. C'est vrai. Mais en tout cas, pour nous, c'est sûr qu'on a toujours eu cette clientèle, même avant le Covid. Hein, il y avait vraiment cette clientèle qui existait. Aujourd'hui, on a un boom, bien entendu, et même des voyageurs normaux qui n'ont pas forcément cette idée de voyage responsable, mais en leur proposant, en leur indiquant des bonnes, des pensions de famille, des immersions proches de la population, tout en mêlant aussi avec une hôtellerie de luxe, avec des hôtels qui ont des initiatives de développement durable. Les visiteurs aujourd'hui deviennent des visiteurs qui sont des visiteurs à la recherche de tourisme responsable. Je veux dire qu'il y a eu une véritable prise de conscience. Le Covid a eu cet effet de Au à la moins, fois c'est ce bon effet. exactement, à la fois au niveau du pays, des professionnels et des consommateurs, de dire on a vécu notre destination sans tourisme ou quasiment, et on a réalisé l'importance de l'environnement, de la culture, de préserver. Il y a c'est une véritable tendance qui se confirme à tous les niveaux dans notre industrie, y compris au niveau de la population, et qui fait que c'est extrêmement positif. Et puis ça correspond tout à fait aussi à notre image et à ce qu'on véhicule comme promotion. Il y a une époque où il y a eu une espèce d'inquiétude de la baisse du niveau, on va dire, des touristes qui viennent parce qu'il y a une compagnie low cost qui est arrivée sur le territoire. On s'est dit, oh là là, on va être envahi de backpackers. Est-ce que finalement ça s'est passé? Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que ça va être le cas? Si on regarde, si on donne un coup d'œil dans le rétroviseur, dès l'ouverture de l'aéroport international de Tahiti Whare, on avait déjà peur Cette du tourisme. inquiétude-là, elle était On là. avait déjà cette inquiétude de l'envahissement de touristes. À l'époque, c'était les touristes américains qu'on citait comme envahisseurs. Avec Là, les chaussettes dans avec les savates. Donc, enfin, Ça, c'est les Allemands. Oui, c'est vrai que c'est des Allemands. sur, Il y a quelques Américains dans le. sur le temps long, on a toujours eu peur d'être envahi. Là, avec Ouais. l'arrivée de French Bee il y a quelques années, on a encore eu peur d'être envahi par des touristes de moins bonne facture, Qualité, entre on va guillemets. mettre entre guillemets. Mais Ouais. la vérité, c'est que on a de manière chiffrée un taux de dépenses par touriste qui a augmenté. Une Ouais, je recette voyais le touristique chiffre à peu comme, près 380 000 C'est ça. francs par touriste, sans par compter touriste, les voyages. sans compter le voyage. Donc ça fait quand même 100 milliards à peu près à l'année qui rentrent dans fait. les caisses du pays. Voilà, C'est pas anodin. directement, qui profitent aux acteurs du tourisme. Donc, de là à dire qu'on a un tourisme de moins bonne qualité, non, c'est pas pas vers le là cas. qu'on a tendu. Comme le disait Jean-Marc très justement tout à l'heure,
on a très vite pris le virage du tourisme responsable pour se démarquer également des autres destinations balnéaires qui proposent les mêmes produits que nous. On parle beaucoup des forces du tourisme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des faiblesses pour le tourisme polynésien, Bien Alexandrine, entendu. ton regard, ou Jean-Marc? Vas-y. Non, bien entendu, on est loin d'être parfait. On est en route vers un tourisme durable. Oui. On vient de valider le plan d'action pour un tourisme durable, qui est un plan d'action qui va être à long terme. Évidemment, Ça va pas il y a, se faire il y a du des jour au actions qui lendemain, se ça, font à c'est une court terme, certitude. effectivement, d'autres à moyen terme, mais il y a des défis tels que le traitement des déchets, le traitement de l'énergie, etc., qui demandent des investissements extrêmement lourds. Donc, on est loin d'être une destination idéale. Par contre, ce qui est remarquable et identifié par de nombreuses autres destinations, y compris par des organismes tels que Atout France, c'est qu'on est vraiment dans une démarche qui est tout à fait remarquable, organisée et qui va extrêmement dans le bon sens. Et de nombreuses destinations prennent exemple sur nous, ce qui est quand même assez flatteur. Et je pense que aussi pour ajouter toutes les destinations dans le monde qui sont, on va dire, pionnières du tourisme durable, comme le Costa Rica, le Bhoutan ou Palau, est partie d'une demande de la population de la préserver, de préserver cette destination. Et ça, c'est un atout qu'on a en Polynésie, c'est que nous sommes connectés à notre environnement, On nous est sommes concernés. connectés à notre culture, et tout ce qu'on veut pas, ce que Guillaume disait, c'était qu'on avait peur en fait de ce surplus et qu'on avait cette envie de préserver nos îles, nos îliens et notre identité. Donc ça, c'est un atout que l'on a et que du coup, qui s'ancre parfaitement dans le plan de développement durable. C'est quelque chose qui est ressorti au cours de notre sondage de la population pour obtenir leurs sentiments par rapport au développement du tourisme. Une première crainte qu'ils ont, c'est la perte d'identité, la perte de la culture, etc. Donc, effectivement, la population est très consciente de ça. Elle souhaite préserver à la fois l'environnement, mais aussi le mode de vie et la culture. Mélinda, tu voulais réagir? Oui, alors justement, nous, avant chaque salon, l'Association du tourisme authentique organise une journée technique. Et pendant ces journées techniques, on parle beaucoup de tous ces sujets. Les problématiques. Et, les problématiques et ce tourisme durable, on en a parlé, bien sûr, on en parle. Qu'est-ce qu'on met également dans ce mot durable? Alors, on n'arrête pas de répéter. Moi, je leur interdis même presque, je dis, je veux plus voir de confiture bonne maman sur la table. On l'a fait à la maison. On fait à la maison, mais ça, alors, après, on fait des ateliers de confection. De confiture. Dernièrement, moi, j'ai fait de la confiture de Motini Coco. Et ça, tout le monde, waouh! J'ai dit, ben oui, mais il faut le faire. Donc, il faut aussi que la population dans une île, c'est tout le monde qui doit bénéficier de ce tourisme-là. Alors, tu dis que le pêcheur, l'agriculteur, l'artisan, ensemble, on doit travailler. Et c'est là où le bas blesse, parce que c'est pas tout à fait encore le cas dans beaucoup les répercussions, de nos îles. Oui. Ça n'arrive pas jusqu'aux petits producteurs locaux. C'est ça. C'est difficile pour certaines îles éloignées. Je disais encore hier, mais Miama, mettez-vous autour de la table. Si c'est vous deux qui devez nous fournir les confitures, fournissez-nous les confitures. Tu es pêcheur, vas-y avec ton... Mais c'est un manque d'organisation, alors? C'est ça. Il faut qu'on sache, et pourtant le Polynésien le sait, il faut qu'on sache se mettre ensemble, se tenir la main et dire qui fait quoi. Dans une île, c'est facile. On est tous fétis, pratiquement. Oui. Bon, en fait, le maître mot de tout ce qui guide nos actions, c'est au-delà de la communication, c'est la compréhension des besoins des uns et des autres. C'est ça. Et dans ce que dit Mélinda, qui est très juste, c'est je suis exploitant d'une pension, j'ai besoin d'avoir de quoi nourrir mes invités, mes hôtes. Donc je vais me tourner vers les autres professionnels qui sont à même de m'amener du poisson. Mais il faut que je leur explique de quoi j'ai besoin exactement. Est-ce que ce maillage est organisé justement par le service du tourisme, par exemple? Est-ce que ça, c'est un accompagnement qui peut être fait pour justement les différentes îles où il n'y a pas cette compétence-là, on va dire? On ne peut pas faire un accompagnement à ce niveau-là. Par contre, de la sensibilisation, de la formation des professionnels, des comités du tourisme,
pour justement leur faire prendre conscience qu'il est possible d'eux et qu'il ne faut pas simplement s'adresser au magasin pour acheter, mais qu'il est possible de se faire fournir par le copain agriculteur. Ça mérite une réflexion. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par les uns et les autres, y compris par Tahiti Tourisme, où là, par exemple, on sort un guide des bonnes pratiques sur comment, en tant que petit exploitant, on peut faire du tourisme durable. Et il y a tout un tas de conseils, justement, quel que soit le type de secteur dans lequel on est dans le tourisme, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faut acheter, vers qui se retourner, etc. Donc, ça fait partie d'une prise de conscience et une formation qui doit être faite par tout le monde au niveau de l'association, au niveau de Tahiti Tourisme, du service du tourisme des agents de tourisme. voilà. Et donc c'est une des faiblesses finalement, cet éloignement, cet éclatement des îles qui est parfois un peu J'appellerais pas compliqué. ça une faiblesse, mais plus un besoin qui se fait sentir maintenant de s'organiser. Alexandrine. Moi, je voulais revenir sur les confitures Bonne Maman parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué. En effet. Placement produit. Mais c'est vrai que durant certaines de mes expéditions, le problème, la difficulté que rencontraient ces personnes qui voulaient travailler dans le tourisme, c'est cette globalisation en fait qui a été tellement importante et en fait c'est la dissociation de générations. Ouais. Donc il y avait une génération qui avant savait pêcher, savait faire de la confiture, savait faire leur fili-fili, etc. Et c'est ces jeunes en fait qui sont soit partis ou soit qui regardent des téléréalités qui ne sont pas en fait Connectés à leur à ses identité. compétences. Et donc il y a une dissociation en fait de cette identité culturelle qui en fait aujourd'hui se refait sentir dans le choix et la façon dont ils vont gérer leur vie, le choix de leur métier, très peu de jeunes maintenant veulent aller pêcher. Les pêcheurs professionnels, oui, ça c'est devient compliqué, compliqué. l'agriculture est devenue compliquée. Maintenant, Tout le monde juste revient vers coder, Tahiti, c'est ouais. plus simple. Donc, dans le tourisme, vu que c'est quand même une industrie de service, une industrie humaine où les gens sont présents, on n'est pas dans le digital, hein, c'est vrai que ça se fait ressentir. Et donc, les choix de ces professionnels du tourisme aussi doivent être, on va dire, doivent revenir en fait sur les principes de notre identité polynésienne, ces savoir-faire ancestraux, que ça soit de la confiture, mais aussi dans l'expérience et voilà. Après, c'est vrai que ça reste dans notre ADN de pouvoir recevoir, mais ces petites choses ont été de petit à petit dissociées de notre façon de Et vivre. il faut en faire la promotion auprès des jeunes, peut-être des Tout îles, à de ne pas fait. forcément quitter son île, qu'il y a des choses à faire. Ah oui, il faut sur, rendre ça sexy maintenant, parce que sinon oui. les jeunes, ils n'ont pas envie de le faire. Et au travers du numérique, hein, on peut faire Oui. venir du monde à grâce à fait. ça. C'est justement ce que l'association s'est engagée. Hein. Cette année, on va essayer, je dis bien on va essayer. On a déjà fait Reatia Ta'a, on a fait donc une journée à Ta'a, extraordinaire. On va retourner sur Huahine. On est en train de programmer pour les îles. C'est une demande. Et ce que nous leur disons, réunissez-vous, on arrive. Vous avez besoin de nous, on arrive. Organisez-vous. On a aussi aujourd'hui des moyens modernes pour ces confitures, pour ces petites sauces, pour le poisson, Ah oui, pour, mais tout à fait. pour le savon. Beaucoup de choses, mais ils sont demandeurs, mais il faut aller vers eux. Après, je reviens toujours, moi, au bœuf à bas, c'est-à-dire à l'historique de nos pensions de famille. À l'époque, avec Haile May, c'est ce qu'on faisait. Hein. On envoyait dans toute la Polynésie des formateurs, mais ces formateurs, aujourd'hui, il faut qu'on revienne à... Et pourquoi ça ne se fait plus alors aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. On est, je crois, un peu surformé parfois. Hein. Je crois qu'il faut revenir à des formations beaucoup plus terre à terre. Ouais. Voilà, je sais ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et ne pas vouloir enseigner à faire des choses avec ce qu'on n'a pas. Voilà. On va trouver à Huahine, mais on ne va pas trouver à Whakarava, la même chose qu'à Huahine. Je vais à Niau, on va faire avec ce que Niau a. Oui, bien Voilà sûr. ce que je veux dire. Il faut travailler avec les populations. Et nos enfants qui sont au lycée hôtelier, on est tous invités à chaque fois au lycée hôtelier, eh bien, vont retourner dans leur île parce que on a besoin d'eux. Mais si on n'a pas besoin d'eux, Ils vont partir à l'étranger. forcément.
Donc, Mais après, ils peuvent avoir aussi cette Oui. envie de découvrir le monde avant de revenir un petit peu. c'est Oui, aussi- c'est utile. Hein. Il y a un très bon exemple, c'est la pension New Shack Mhm. à Raiatea. Donc, c'est cette maman qui vit en fait dans sa vallée, qui se nourrit de son jardin, qui va à la rivière et fait des rituels de beauté. Sa fille est partie et est revenue et en fait a trouvé la valeur en fait de son rythme de vie. Et avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux, etc., l'a rendu en fait super attrayant. Et aujourd'hui, elle reçoit énormément de touristes dans sa vallée, tout Parce en qu'elle a restant appris aussi à authentique. l'extérieur pour pouvoir l'exploiter C'est sur le ça. territoire Donc en fait, polynésien. C'est l'un ne va intéressant. pas avec l'autre. Les deux peuvent être combinés et Attention. peuvent faire un super. Quand tu vas chez elle, tu campes. Oui. Les farés sont extraordinaires. Alors Oui. moi, j'ai fait carrément, je suis allée, parce que je la connais depuis longtemps, Vicky, oui. avec Vicky, et j'ai découvert ce qu'elle a. Mais dans son jardin, je suis même revenue avec des petits trucs que je connaissais pas. Elle a des petits fruits. Mais voilà. Après, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Revenir et mettre les vrais mots dans tout ce qu'on... Organiser. Oh, le bien. mot clé, moi j'ai bien, l'impression voilà. que c'est l'organisation Bien et organisé. la création d'un espèce de maillage Oui. entre les professionnels sur les différentes îles. Je voudrais revenir. Alors, vous allez dire, je vais pointer que les faiblesses, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que une des faiblesses qu'on peut avoir ici en Polynésie, c'est le prix du billet d'avion et la vie chère sur le territoire? Est-ce que ça, c'est un frein pour faire venir des touristes jusqu'à nous? Alors, depuis en tout cas, En tout depuis cas, ils la- s'en font une idée très très chère. Hein. Moi, j'ai des amis, il n'y a pas si longtemps, ils m'ont dit c'est 3-4 000 euros. Je dis bah non, pas tout à fait. Mais... pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on est tourné depuis le Covid vers un autre type de tourisme et définitivement, on n'est plus à la recherche du volume, mais La de la qualité. qualité. Mm. Donc, il n'est pas question d'avoir 500 000, 1 million de touristes du jour au On lendemain pourrait en pas de toute Polynésie. façon. On pourrait pas, mais certains pourraient avoir cette ambition. Il n'est pas question, en tout cas, d'avoir cette stratégie. Au contraire, et le but d'ailleurs a été un petit peu réajusté récemment. C'est pas le nombre de touristes dont on devrait parler, mais de la recette touristique. Ouais. De ce que Donc, ça rapporte, c'est ce qui est le plus les 100 intéressant. milliards que ça nous a rapporté, Le président Brotherson avait annoncé un chiffre assez ça faisait partie des assez annonces impressionnant politiques, de mais bon, touristes. voilà. 600 000, hein, En fait, c'était ça? c'était pour donner un cap. objectif et un cap chiffré Ouais. qui soit entendable par tout un chacun. C'est ça. Quand, Ça peut faire peur aussi. ça pouvait faire peur, mais enfin voilà, comme on l'a dit déjà, en 60, on avait peur des touristes, etc. etc. Mais Oui. non, l'idée, c'est vraiment... On va arrêter d'avoir peur des touristes et faut on va voir pas les bons avoir côtés peur des des choses. touristes. Et- Mais juste pour compléter par rapport au savoir-faire culinaire qu'on a, le gouvernement a pris conscience de la valeur de la cuisine polynésienne et a lancé donc la signature culinaire polynésienne qui a eu lieu, donc la première édition a eu lieu l'année dernière. Et justement pour aider à structurer les petits opérateurs de pension, les petits restaurateurs, etc., invite des top chefs de par le monde pour partager leur savoir. On le fait également avec nos talents du lycée hôtelier, enfin de l'école hôtelière maintenant. C'est quelque chose qu'on veut partager, valoriser. Après, on n'a aucun souci à voir les jeunes partir comme on l'a tous fait à un moment ou à un autre de nos vies, pour qu'ils reviennent Voilà. en ayant davantage de savoir-faire et qu'ils puissent à leur tour valoriser notre destination. Et pour Pour revenir vers sur le ce qu'on billet disait, d'avion, le billet d'avion, oui. je dirais que c'est pas une bonne chose que ce soit très cher. Par contre, ce n'est plus un handicap. En tout cas, on ne le considère plus comme étant un handicap. Une des preuves, c'est que quasiment toutes les classes affaires de toutes les Sont compagnies pleines. aériennes sont complètes. Mm. Donc, c'est bien la preuve que le billet d'avion n'est pas un frein pour la Polynésie. Par contre, Et la vie chère sur le territoire, parce qu'au final, Oui. quand on vient en Polynésie, on sait qu'on en a pour un budget qui est quand même tout très à fait. conséquent. Et ça contribue, je crains de le dire, de trier le bon type de tourisme qui vient en Polynésie. Encore une fois, on ne cherche pas le volume, on cherche des qualité. touristes qui sont réellement intéressés par la destination, la culture, et pas simplement d'aller à la plage. Qui sont prêts finalement à investir réellement pour venir découvrir la Polynésie, fait. c'est un peu ça? Complètement, c'est aussi notre rôle en tant qu'agence de voyage de donner ces informations et aller
plus loin que ça, ne pas juste arrêter sur le tarif, mais aussi sur l'impact qu'ils auront envers la population et envers notre environnement. Donc, bien entendu, nous, c'est parfait, hein, comme disait Jean-Marc, ça fait le tri. Mais en même temps, ils se rendent compte de la rareté du produit. Donc, même si on va en pension de famille, même si on fait du backpacking, en fait, ça en devient même un voyage de luxe. Parce que le luxe, au contraire, c'est la rareté. Donc, déjà ça. Et en tout cas, avec nous, on va un petit peu plus au-delà de regarder juste les chiffres de ce que ça nous rapporte, mais aussi de savoir qui ils ont touché, quelle association ils ont rencontré. Juste hier, on avait une expédition avec 4 Américains. Ils ont fait une croisière pour aller regarder un petit peu, plonger comme d'habitude. Mais hier, on a organisé avec le Tavana de Fakarava, avec toute une communauté. Il y avait 2 classes qui sont venues parce qu'on est allé à leur rencontre en disant « Écoutez, nous, on veut venir dans votre île, mais vous en avez tellement donné qu'on aimerait bien participer en fait à faire quelque chose avec vous. » Et au final, on a fait un beach clean-up, on a fait un échange. Bon, c'était des biologistes marins, donc ils avaient plein de choses à raconter, une actrice. Donc c'était intéressant pour la population, et ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'agence de voyage, on essaye aussi de mesurer, parce qu'à la fin de l'année, on veut pas juste des chiffres qui nous donnent combien est-ce qu'on a fait de chiffre d'affaires. Vous voulez raconter aussi des histoires, des on veut rencontres. savoir qui est-ce qu'on a touché, qu'est-ce que ça fait, que ça soit pour notre population, mais pour eux. Combien d'espèces on a éduqué nos visiteurs, enfin des choses comme ça qui vont au-delà des chiffres juste économiques. Oui, bien Parce sûr. qu'on parle de développement Linda. durable, donc on parle également socio-culturel et environnemental. Aujourd'hui, c'est difficile, mais on essaie d'instaurer ça petit à petit. L'objectif, il est plus trop, je disais, en termes de volume, mais il est de s'assurer, et c'est le fondement de la stratégie FM27, de développement du tourisme, c'est de répartir la richesse au maximum Dans tous les archipels. dans tous les archipels et s'assurer qu'un maximum de la population bénéficie du développement touristique. C'est pas tant un nombre de touristes que l'on recherche. Linda, Mais- tu voulais réagir aussi. Oui, justement, pour rebondir de ce que vient de dire Jean-Marc, on a décidé, le pays a décidé aujourd'hui que nous avons 30 îles touristiques, et j'en parle aussi souvent. Donc, faire en sorte que ces 30 îles puissent bien vivre du tourisme. Et là aussi, quand on Aujourd'hui, entend... c'est pas le cas, c'est déséquilibré. Il y a des îles qui sont beaucoup C'est plus... quand même déséquilibré. Parlons de Bora Bora, par et- exemple. Voilà. Et quand moi, je dis souvent, quand on entend le touriste dire, en partant, avec sa petite larme, même il a passé que 2 nuits, avec une larme. Moi, c'est ce que j'ai toujours vu chez moi, à la maison, avec nous, avec nos visiteurs. J'aime pas dire le mot touriste, mais ça fait plaisir. Et quand ils disent qu'on revient, on revient. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Donc c'est à nous de faire en sorte que ces îles vivent bien. Et c'est ce que j'ai demandé également. Moi, c'est mon combat depuis quelques années. Bon, ça s'est pas fait. Que toutes les îles aient au moins, les îles touristiques, aient au moins 2 vols par semaine. Oui. Parce que C'est Mataïva pas le cas aujourd'hui. a 2 vols par semaine, jeudi et dimanche. Mais tout le monde va, tout le monde retourne, retourne, parce que c'est exceptionnel. Donc, Nio, Aratika, Kauehi, déjà, si elles avaient Un peu un plus deuxième vol, de correspondance. eh ben, elles vont être contentes, quoi. Est-ce que ça, vous avez un pouvoir Oui, sur ce c'est type ça. de Alors, demande avec les compagnies locales? Je viens de l'hôtellerie et à mon époque, on avait très très peu de voyageurs qui revenaient. Oui. il C'était fallait le à voyage chaque d'une fois- vie, ouais, et puis on une seule entendait fois. qu'une seule, Oui. on entendait voyage d'une vie. De ce que j'entends et depuis le Covid, il y a eu davantage de voyageurs qui sont revenus Récurrent. récurrents. Jean-Marc, dis-moi si je On est me à trompe. 17% 17% de 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 repeaters. retour. Oui. De retour. Ce qui est énorme. ouais. Voyage. Et par rapport à ce qu'Alexandrine disait sur le volet socio-économique, le volet culturel, etc., ça, ce sont des piliers de la certification GSTC sur lesquels on s'appuie maintenant pour bâtir notre tourisme, comme on le disait, responsable. C'est une certification qui dit qu'on a un tourisme responsable. C'est une ça certification mondiale, oui, c'est délivré par le... Ce sont effectivement des critères de base sur le tourisme durable, c'est-à-dire avoir une organisation, un plan pour organiser un tourisme durable, c'est s'assurer que on développe le tourisme avec un impact positif, mais aussi en tenant compte des impacts éventuellement négatifs sur l'environnement, sur la culture et sur le social économique. Donc ce sont les 4 piliers qui sont
la base essentielle d'un tourisme durable, s'assurer de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre, parce qu'il y a forcément des critiques aussi autour de ça, en disant que on veut un tourisme éco-responsable et en même temps on a une empreinte carbone énorme parce que on est obligé de venir par avion et puis pour passer d'une île à une autre, c'est aussi par avion. Quels sont les arguments qu'on peut opposer à ce type de réflexion? Alors, ce que l'on fait, c'est que on fait la promotion de prolonger les séjours. Donc, plutôt que d'avoir des séjours courts et nombreux, c'est d'avoir des séjours qui sont plus longtemps. Donc, du coup, on a un impact carbone qui est moins élevé. Hein. Et on a tout un tas de recommandations pour avoir un tourisme durable. On ne va jamais effacer l'impact carbone d'un voyage en avion, quelles que soient les destinations. Donc, par contre, on peut travailler sur les autres impacts qu'on peut avoir au quotidien sur les activités, sur l'hébergement, sur les croisières, par exemple. Et c'est surtout qu'on on ne se dit pas destination touristique zéro carbone. C'est impossible, On a concrètement. adopté La une publicité stratégie mensongère. de développement durable. Donc nous sommes en phase de développement en prenant en compte justement ces nouveaux critères de GSTC, du volet socio-culturel et environnemental. Donc on n'est pas à dire ah vous venez et puis Empreinte zéro. non, empreinte zéro, non, ce n'est pas le cas. Donc notre démarche est dans ce courant. On fait du mieux et c'est comme ça partout dans le monde. Dans tous les cas, hein, le tourisme ne sera jamais une activité, sauf si vous allez chez votre grand-mère au bout de la rue. Je ne sais plus quel spécialiste du climat, j'ai plus son nom là en tête, qui avait dit qu'il faudrait qu'on voyage tous une fois dans notre vie en avion. Alors, ça dépend. Alors, en avion, oui, mais après, la distance, clairement, nous, on est à l'opposé. Si on calcule de Paris à ici, oui, on a utilisé notre carbone. Le quota est atteint. Mais c'est vrai que ça représente autour, il me semble, de 2% de l'empreinte carbone mondiale fait par l'homme, enfin tout ce qui est transport aérien. Donc, c'est pas rien. Mais après, avec la nouvelle technologie, avec toutes ces nouvelles choses qui se développent petit à petit, j'espère que peut-être on pourra voyager zéro carbone, mais pour l'instant ce n'est pas le cas et on continue de développer la destination. Non, impossible. Ça serait pire d'arrêter le tourisme et de dire on fait plus rien et tous nos hôtels, le niveau économique, c'est la catastrophe. Le nombre de personnes qui n'auraient plus d'emploi. Voilà, le volet social, c'est une catastrophe. Alors non, on continue, d'ailleurs, mais avec une en termes stratégie d'emploi, différente. ça représente quelque chose d'important aujourd'hui. Rien que dans les hôtels, on est à près de 9000 salariés. Et après, Au total, il y a 13 500 salariés qui vivent du tourisme. Ouais, effectivement, c'est près de 18%, c'est près de 20% Sans compter les pensions et les patentés. Après, on a les patentés, on a les chefs d'entreprise. Il ne faut pas oublier que tout ce petit monde ne sont pas seulement les hébergeurs, ce sont tous ceux qui sont autour. C'est ça. On est nombreux. Alors, on parlait de l'hébergement sur Terre, mais dans ce schéma directeur présenté en fin d'année 2024, on évoque également les hébergements maritimes, donc les croisières qui arrivent, nombreuses, plus nombreuses même d'ailleurs, hein, sur cette année 2024. Est-ce que c'est inquiétant? Parce qu'on parle beaucoup d'environnement depuis tout à l'heure et on sait que ces croisières ont assez mauvaise presse. Ça dépend de quelle Mais croisière c'est on ça, parle. j'allais dire, si Alors- vous avez que des bateaux National Geographic, Lindball, d'expédition, c'est très génial. Ce qui représente 95 ou 98% Ça, des c'est- navires de croisière qu'on a. Les Donc deux, c'est une idée reçue quand on se dit C'est les, une les bateaux de croisière, ils arrivent avec toutes leurs particules, ils nous pourrissent les Non, mais- lagons, etc. Non, c'est pas une réalité. Il faut mettre les choses au clair. Comme disait Guillaume, 95% des navires qui viennent chez nous, qui font escale chez nous, y compris De les manière navires de répétée. résidents, ont moins de 350 passagers. Ouais. Donc De on ne manière parle pas répétée, de 1000, 2000, 3000, 4000. On a On parle pas effectivement, des super paquebots. on a effectivement Hmm. deux fois dans l'année des super, des grands. gros Ouais. paquebots entre 2 et 3500 passagers qui sont visibles effectivement parce qu'ils arrivent à papeete. Oui. Et donc, c'est comme si vous aviez un immeuble de 10 Ah étages bah là, on les voit bien. oui, du jour au effectivement. lendemain devant votre nez. Oui. Mais ça se passe une vingtaine de fois dans l'année, à 2 reprises, et c'est extrêmement limité. Ce qui est curieux, c'est que la croisière a toujours cette mauvaise image, bien qu'elle se soit bien améliorée depuis le Covid, mais personne ne parle jamais des paquebots qui nous fournissent il y en a 50 fois plus Ah, des bateaux Des cargos. qui viennent. Oui, des cargos, oui, d'accord. qui sont eux pas du tout
avec Avec du aucun mauvais fuel. système de renouvellement de Parce qu'ils ci et de sont là, etc. appareillés, on Ils les sont voit pas appareillés, on trop. les voit pas, mais Ouais. personne ne Mututa, parle c'est même jamais pas d'eux, quoi, hein. Fareuté, c'est à Mututa. Motuta, ouais. On C'est vrai. en revient à ce que je disais tout à l'heure, on a Mm. encore peur de ce tourisme, quel que soit le mot qu'on prononce, quel que soit le type de voyage qu'on fait. Mm. On a ces idées reçues-là, il faut avoir peur des croisiéristes. Comme dit Jean-Marc, c'est 5%, les 5% des croisières sont à travers des navires de 4000 passagers, mais c'est 2 fois dans l'année, et ils ne font que transiter vers nous. Et encore, et je trouve que c'est une chance qu'ils Mm. transitent par chez nous, parce que là aussi, ça génère de l'activité. Il faut savoir que lorsqu'un producteur vend sa production à un paquebot de croisière, c'est de l'export. C'est considéré comme de l'export. Donc, Ça crée de la ça richesse. crée de la richesse pour Mm. le producteur. Dans les îles qu'il va visiter, quand il va acheter de la production locale, ça va être aussi de l'export. Donc, c'est quelque chose qui va contribuer là aussi à développer une activité, une économie dans l'île visitée. Donc là aussi, il ne faut pas en avoir peur. Et comme Jean-Marc le disait, on travaille beaucoup là-dessus. Viser les petits navires de croisière, c'est typiquement ce qu'on veut atteindre. Lorsque le Tavana de Bora Bora, par exemple, avait Autolimité. voilà, auto-limité l'accès, comment est-ce que ça s'est perçu? C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose? Bien sûr, puisque il faut qu'une île, alors juste pour rappel, ce qu'on estime comme étant des gros paquebots, ils ne font que Tahiti, Raiatea et éventuellement Bora Bora. Moorea. Moorea. Montréal. C'est tout. Parce que il faut que la taille d'un navire soit à l'échelle de l'île Adapté, qui va bien sûr. les accueillir. Donc au-delà de 1000 passagers, c'est ça à Bora Bora, clairement, ils ont du mal à avoir suffisamment de prestataires touristiques pour occuper ces passagers, ou les pauvres, ils ne font que errer à travers Sur l'île l'île. à chercher quoi faire, quoi. Donc c'est vraiment donner une mauvaise image d'une destination, hein, et mettre beaucoup de pression pour pas grand-chose. Donc c'est plutôt une réaction plutôt positive. Ton regard sur les paquebots et sur l'impact environnemental? Je reviens au choix de la destination qui en fait prend le choix d'accueillir ou pas certains types de navires ou pas. Et c'est vraiment ça qui va changer la donne parce qu'en fait accueillir tout type de paquebot, c'est pas forcément comme disait Jean-Marc, on veut pas de la quantité, on veut de la qualité. C'est exactement la même chose sur les croisières. Alors les croisières, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. On n'est pas les Bahamas, donc on n'a peut-être pas cette même difficulté. Mais c'est vrai que C'est-à-dire les Bahamas, quelle est la différence? les Bahamas, Ils ont alors pris ça, quand hein. les croisières ils vont, alors déjà, ils n'ont pas fait le choix. Ce sont des pays Extérieurs extérieurs et qui ne sont pas développés, donc qui sont vulnérables face à ce besoin économique pressant. Et du coup, il y a un gap très, très, très grand qui se fait entre l'arrivée touristique et la population qui y vit. Il n'y a pas ce choix, la destination n'a pas fait ce choix d'accueillir un paquebot à taille de leur île. Donc en fait, chez eux, c'est un petit peu compliqué et du coup, ça creuse le fossé social, économique. Et voilà, les les accueillants. lois ne sont pas forcément bien mises en place, les déchets sont arrivés, boum, jetés, et puis les touristes arrivent, on va dire marché de papier-été, mais il y a des murs tout autour et les touristes ne vont pas dehors. Donc, c'est pas ça qu'on a ici. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir quelque chose de structuré, d'avoir quelque chose d'encadré et d'avoir demain vraiment une régulation qui fait qu'on a choisi le type de bateau que l'on veut, des bateaux qui ont leur processus C'est ça. de désalinisation, leur processus de traitement des déchets, de traitement des eaux. On ne traite pas les déchets des paquebots Ah non. ici en Polynésie, ils Donc, les traitent eux-mêmes. Voilà, et même on Mais c'est parle important de le dire qu'on Oui. se fasse encore une fois, pas de fausses idées sur Oui. leur arrivée. Donc, tant que c'est contrôlé, je pense que la croisière, en tout cas, même en tant qu'agent de voyage, ça nous aide beaucoup parce que le nombre de chambres Oui, disponibles ça en fait. Polynésie, c'est compliqué. Et la croisière, pour nous, ça nous permet de C'est vendre un peu bénéfique pour plus. les chambres, tu penses? Ou ça prend... Alors, les croisiéristes, il faut se dire, c'est quand même plus les grands Les hôtels, hein, les Ouais. grands Oui. hôtels. Mais c'est vrai que hier, on en a parlé et une de mes vice-présidentes, elle en a parlé également. Les croisiéristes dans leur petit atoll des Tuamotu, bon, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment, mais on a parlé d'autres choses, nous, en termes de tourisme mer. Mhm. Ce sont ces yachts. Ah. Par contre, les yachts font aussi beaucoup de mal dans les atolls. On n'a pas les ancrages pour les yachts. Il y a des atolls
comme Farcarava par exemple, les yachts de gens très riches, De milliardaires, c'est de disons-le. milliardaires qui sont là, qui viennent, ils ont tout à bord. Ils ne participent pas à l'économie de l'île. Mm. Ils ne descendent même pas pour acheter leur pain. Mm. Ils ont tout à bord du bateau. Mm. Ils ne prennent même pas un prestataire pour faire le petit tour de lagon. Bon, ça, je répète ce qu'on m'a dit hier. Après, Ça, c'est Et- assez et- minime c'est vrai, quand et même. c'est- Comme, Oui, c'est minime, mais quand même, pour les petits Mhm. atolls, c'est important. tu peux t'attendre Donc, à ce que les milliardaires viennent dépenser un peu d'argent à terre, probablement. C'est seulement qu'il faut participer à tout. l'île, quoi. Mhm. Hein, ouais, Il faut ça engager aussi, c'est la important. curiosité C'est ça. des visiteurs, que ça soit des visiteurs avec un budget de $3 000 et un Mm. budget de $30 000, voire plus. C'est le type de voyageurs qu'on a envie Oui. de capter, Mais donc, il y en a curieux. qui ne descendent pas de leur yacht. C'est ce qu'on m'a Oui. dit. Oui. Hein. Guillaume, Ouais, Après, on tu a voulais aussi qui réagir descendent de leur Juste deux yacht, choses. ça c'est sûr. Hein. Juste deux Voilà. choses. Oui. On parlait tout à l'heure de traitement des déchets où les paquebots ne déposaient pas leurs déchets à terre. C'est même l'inverse qui se produit. En fait, ils embarquent une partie de déchets des îles pour qu'ils les... visitent pour ouais. ensuite les retraiter à bord. Mm. Et ça, c'est Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique. On a même signé une convention avec une compagnie de croisière qui déplace une équipe de médecins dans un archipel qu'elle visite. Je ne vais pas la citer pour pas faire de pub, mais on a ce type de convention-là qui est possible de mettre en place avec les compagnies de croisière. Ils sont tout à fait demandeurs de contribuer à ce que les communautés locales qu'ils visitent bénéficient également de leur venue ici. Pour revenir sur le sujet des yachts, Melinda touche un point qui est en effet très sensible. Et là, encore une fois, je vais dire, il ne faut pas avoir peur du tourisme. Il y a là une solution qui est en train d'être mise en place par le département des affaires maritimes de Polynésie, qui s'appelle Logiciel Escale, et qui demain va arrêter ce que j'appelle moi le camping sauvage flottant, quel que soit le type de bateau, hein. Et où qu'il soit dans les îles et les atolls qu'ils visitent. Ça, c'est un travail qu'on mène avec les communes qui doivent définir leur zone de mouillage dans leur lagon, ça. puisque c'est eux qui ont la compétence de la gestion du lagon, qui ensuite est transmis au Conseil des ministres pour validation. Et Donc là on aussi, saura les où est-ce yachts, qu'ils vont pouvoir on sait où ils se vont mettre au mouiller, mouillage, mais mais surtout, ils vont contribuer, même si pour certains, ils ne veulent pas descendre à terre, ils vont contribuer en payant leur Mm. emplacement d'accord. et en payant une redevance à la Parce commune. qu'aujourd'hui, il n'y a aucune redevance qui est Ouais. demandée quand on va dans n'importe quelle île, on peut se poser où C'est on ça. veut. Ça Et fait cette partie d'un développement concerté. Tout à fait. Et cette plateforme, en fait, est ni plus ni moins une plateforme de réservation Ah, c'est et bien de ça. paiement. Hein. Parce que donc justement, les mouillages étant identifiés, on ne peut pas juste débarquer comme ça. Il va falloir réserver à l'avance, payer une petite contribution pour effectivement les déchets, etc. Et ça permettra aussi à chaque commune, soit la commune elle-même ou elle peut le déléguer à des prestataires, de justement faire les récoltes, livrer de la nourriture, de l'eau, etc. Donc ça crée, au contraire, au lieu d'avoir quelque chose qui est désorganisé ou pas organisé, on est en train de créer un système économique autour de ces yachts, quoi. C'est exactement ce que l'Amérique a mis en place avec les parcs nationaux. Oui. Donc de la préservation en fait de leurs ressources environnementales, en se disant on va pas l'interdire parce qu'on a envie que Si. les gens voilà. On profite aussi. Mais ils ont mis en place $10 par personne. Aujourd'hui, ils sont à 200 millions de bénéfices par rapport à ce petit ticket d'entrée pour venir voir des ces choses lieux. merveilleuses. Et ça leur permet Mhm. justement de faire en sorte que les sentiers de randonnée soient propres. De faire des Ça leur investissements, permet ça, de faire des durables. investissements. Entretenir, ouais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on doit mettre en place pour préserver notre environnement, c'est avoir ce système de on veut bien vous le prêter, mais il faut participer aussi parce que ça coûte de l'argent de le tenir. D'autant qu'ils sont tout à fait favorables à participer. Je veux dire, Complètement. tout le monde est prêt Si à le le faire. visiteur est bien aware, bien éduqué sur C'est ça. son voyage, sur son impact aussi. Donc, Mais c'est nous, le travail notre- qu'on fait en amont aussi des Et c'est- voyages qui c'est ça, est c'est- important et au c'est pour final. ça C'est ce qu'on que- peut faire dans les Tout à les fait. C'est agences pour de ça que voyage l'agence de ou, voyage est hyper importante et aussi le La marketing stratégie de la touristique, destination, la hein, stratégie c'est touristique. ça. Tout le monde a son Oui. rôle à jouer. Mm, Nous, mm. dans l'agence de voyage, en tout cas, ce qu'on aime bien, c'est qu'on a la chance de pouvoir parler directement aux clients Mm. et d'influencer ses choix
Et du coup, à la fin, t'es obligé de mettre 10 $ en fait. Mais après, il va donner encore plus parce qu'ils auront rencontré les associations, ils ont rencontré la Parce qu'ils population ont de compris l'île. l'intérêt de Ils donner, ont de donner rencontré cet l'intérêt. argent-là. Et Et c'est donc- pour pas de ça qu'on a l'argent des à gens qui perte. reviennent. Tahiti Tourisme fait cette promotion auprès aussi du siècle des vendeurs de la Polynésie qui l'expliquent directement à chaque touriste également. Mm. Il y a, Et- il y a même des oui. démarches environnementales portées par des agences de voyage qui aident des associations déjà en place pour Ah oui, la ben, préservation. On t'en fais pense souvent à partie. Coral Gardeners Il aussi y en- qui ont il y en a cette d'autres démarche-là. Mais qui ont ces quand tout le monde, partenariats. voilà, quand tout le monde sait ce qu'il faut faire, aussi bien les visiteurs que nous ici, tout va bien. Ça. Moi, je sais qu'il y a de la demande. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il y a les grands yachts et puis les gens qui ont des sous à Monaco. T'as pas rencontré? Tu l'as rencontré? Non? Il m'a dit qu'il allait te voir. À Monaco, il y a une demande de yachts qui veulent venir en Polynésie. Ah. Je dis, oh là. Mm. Moi, je dis, oh, attention, hein. D'abord, il faut demander à la stratégie, il faut mettre en place tout ça, tout ce qu'on vient de dire, pour que les populations ne viennent pas nous dire, c'est quoi ça? Oui. Voilà, il faut qu'on sache. Alors, on est bientôt à la fin de l'émission. Je voudrais aborder quand même un dernier point qui me paraissait important parce qu'on a fait des émissions sur le sujet, sur la question du logement. On a vu beaucoup de choses, tout va bien dans le tourisme de manière générale, mais la grande question qui s'est posée ces derniers temps, c'est ce logement meublé de tourisme qui a pris le pas sur le logement longue durée pour les Polynésiens qui se sont retrouvés parfois en grande difficulté pour trouver un moyen de se loger parce que on préférait louer de manière saisonnière parce que c'est plus rentable, on peut l'entendre. Malheureusement, ça impacte le quotidien des Polynésiens. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être régulé? Alors, on va donner un cadre déjà. C'est vrai que les meublés ont pris beaucoup d'ampleur, plus que les pensions, ce qu'on regrette. Parce que les Ça a pensions, été une c'est, grande concurrence pour vous, j'imagine. ça a été C'est une une grande grande concurrence, concurrence. un grand shift, un changement, puisqu'on se faisait déclarer pension, mais finalement on devenait un meublé. Donc, et ça, c'est consécutif à la crise Covid. Mais derrière, derrière ce meublé de tourisme, il faut se dire que c'est un Polynésien qui avait contracté un prêt à la banque et qui se retrouvait du jour au lendemain sans ressources. Donc, qu'est-ce qu'il avait trouvé comme moyen pour subvenir à ses besoins? C'était de le mettre en location saisonnière pour pouvoir payer ses charges. Est-ce qu'on peut les blâmer pour ça? Non, je ne pense pas. Ce qu'on a remarqué par contre depuis quelques mois, grâce à notre service du tourisme, c'est qu'il y a un changement de perception et que tous ces meublés de tourisme qui étaient du coup moins bien localisés dans les îles, donc un peu plus éloignés des bords de mer, ouais. des activités, sont revenus dans le parc locatif à longue durée, sur certaines îles où l'hébergement était très contraint. On parle de Tahiti, on parle de Moorea, enfin, les îles touristiques en général, Tahiti et Moorea. Et puis également quelques îles où nous-mêmes, pays, on a du mal à loger nos fonctionnaires lorsqu'ils vont en détachement là-bas. Donc c'est quelque chose qui a tendance à se réguler tout seul. C'est le marché, c'est la loi du marché qui fait. Qui fait un Mais peu tout aucune ça. régulation n'est possible de la part des pouvoirs publics. Est-ce que c'est ce que vous auriez attendu, par exemple, du côté des pensions? Oh, c'est ce qu'on attend, je ne vais pas dire c'est ce qu'on attend vraiment, mais c'est vrai que les meublés de tourisme ne viennent pas seulement empiéter sur les pensions de famille, mais sur les hôteliers aussi, hein. On en parlait avec le CPH. Ça vient vraiment faire une concurrence, je ne vais pas dire le mot déloyal parce qu'on va m'en vouloir, mais ça y est, c'est dit, une concurrence sur les hébergements touristiques, pensions de famille et hôtels. Et La différence ça, qu'il n'y a aucun et- service, c'est et ça, vraiment un logement aujourd'hui, brut. voilà. Et il y a des îles où de 5 pensions, je ne vais pas donner le nom de l'île, aujourd'hui il y a 50 hébergements. 50. Et sur les 50, il y a 6 pensions de famille avec quelques unités. Et le reste, ce sont que des meublés de tourisme. Alors, ce que nous avons demandé avec également le CPH et l'Association du tourisme authentique, c'est que devant la fiscalité, qu'on soit au même niveau. On veut bien. Le Mais soleil il se faut aider lève. tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde. Par contre, nous sommes assujettis à. On a demandé, et c'est ce que le pays nous a répondu favorablement, ça va être mis en place cette année.
Ça va être discuté avec tout le monde, avec tous les acteurs, et ils seront assujettis à, La même ben, fiscalité, à la même fiscalité C'est que une les question pensions de famille d'équité. C'est une et que question les d'équité. hôtels. C'est une question d'équité fiscale. Il y a Voilà, plusieurs choses qui vont être menées. Il y a ce travail de concertation c'est ça. au niveau donc, de la fiscalité, mais on lance également des appels à manifestation d'intérêt pour dynamiser un peu le secteur de l'hébergement. Donc, un pour de la construction et de l'agrandissement de nouveaux hôtels, et un deuxième pour la rénovation des établissements hôteliers et la construction de nouvelles pensions. Donc, ce Et sont la des secteurs rénovation qu'on aide. des hôtels confirmés, par exemple, ce Et serait là, quelque chose qui serait ça envisageable? ça fait partie du schéma directeur. Ce Mm. sont des points qui ont été identifiés et sur lesquels on travaille en priorité là-dessus. Ça va faire partie des actions sur 2025. Un retour sur ces meublés de tourisme, Tahiti Tourisme considérait que c'était nécessaire quand même de Alors, pouvoir... faut pas oublier que si nous n'avions pas eu les meublés du tourisme en on n'aurait pas 2023-2024, accueilli autant de personnes. on aurait perdu probablement 20-25% du revenu touristique, hein. Donc c'est quelque chose de, pardon, de tout à fait très, très important. Et il faut bien distinguer effectivement la différence entre le meublé touristique qui est vraiment destiné au tourisme et qui est fait pour, on parle de villas, de farets en bord de plage, qui sont effectivement des produits touristiques, Mhm. hein, par rapport à ce qui peut affecter la population effectivement dans l'immobilier. Dans son quotidien. Tout à fait. Donc il faut vraiment faire la distinction des deux. Vous avez maintenant des produits en meublé touristique ici qui sont exceptionnels, qui sont apparentés à des villas de luxe, Ouais. qui sont très demandés. Et vous avez toute une population de voyageurs qui cherchent et qui ne voyagent que dans ce style d'hébergement. cet esprit-là. Parce qu'ils veulent rester en famille ou entre amis, être autonomes ou Et vivre discrets la ou vie quoi que ce soit. paradisiaque, tout Voilà, simplement. exactement. Donc c'est un produit en tant que tel. Il faut effectivement le normer, tout au moins l'organiser pour éviter les impacts négatifs. Pour que ce soit une question d'équité, comme on le disait, que tout Tout le à monde fait. soit logé à la même enseigne, si on peut le dire de cette manière-là. On arrive malheureusement à la fin de notre émission. Vraiment, je vous remercie. On a pu découvrir un peu plus en détail voilà, cet élan touristique. On l'a vu tourner vers une responsabilité, une éco-responsabilité, une durabilité. On aura, j'espère, l'occasion de refaire un point d'ici quelques temps, voir comment les choses ont évolué. Merci encore à tous d'avoir accepté mon invitation ce soir. Merci. Je vous dis à très bientôt. Également, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines, le vendredi à 19h30 sur TNTV pour un nouveau débrief.